Alors guys, j'aimerais rebondir sur certains commentaires qui m'ont marqué lors de différentes interviews. Et en préambule, nous allons attaquer le cas Richard Arnold. Alors, il faut savoir que notre CEO a eu une interview exclusive. Exclusive, pourquoi? Parce que c'était uniquement réservé aux fans qui ont un abonnement annuel. Donc là encore, on va souligner l'aspect marketing commercial. Donc, nous avons un échange uniquement pour les personnes qui ont un abonnement annuel. Le reste, on s'en fout. Voilà. Bref, pendant cette interview, il y a deux phrases qu'il a dit qui m'ont assez choqué et je vais partager cela avec vous tout de suite. La première, c'est, je cite, Murto a une vision à long terme, mais clairement, à ce jour, les espérances et les attentes ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi cette phrase m'a choqué? Parce que là, le mec se délave complètement de la situation du club. En gros, ce qu'il veut dire là, c'est que c'est la responsabilité de Murto d'aller chercher des joueurs. Il dit, Murto a une vision à long terme. Il dit pas, nous avons une vision à long terme. Il dit, Murto a une vision à long terme, mais clairement, les attentes et les espérances ne sont pas au rendez-vous à ce jour. Honnêtement, je trouve que ça, c'est une faute grave dans la communication parce que ça veut dire que clairement, tu es en train de pointer du doigt les failles de ton collègue ou alors de celui qui travaille pour toi. Si tu trouves qu'il est incompétent, limoge-le. Pourquoi tu attends? Limoge-le. Si tu dois venir nous dire Murto a une vision à long terme mais que pour l'instant, les attentes ne sont pas au rendez-vous, ben, c'est comme si moi, moi, je suis Richard Arnold, je suis le CEO. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui se passe, c'est Murto que ça regarde. C'est la faute à Murto. Donc, le gars, il se lave les mains complètement. Et en plus, il jette son collègue dans la foire. Sincèrement, cette phrase, elle m'a choqué. Ensuite, il a dit une autre phrase en me disant que nous avons eu énormément de blessés. Conclusion, ce qui veut dire par là, c'est que si nous n'avions pas eu tant de blessés, nous serions peut-être probablement en train de compétir pour la première ligue actuellement. Donc là, c'est un moyen de nous dire qu'en fait, de donner en fait des excuses à Ten Hag, que Ten Hag a eu des blessés et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, ben, on peut pas vraiment le blâmer. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Même si Ten Hag aligne 10 défaites d'affilée, ils ne pourront pas le virer. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une question financière. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens, c'est triste à dire, mais nous n'avons pas les moyens au jour d'aujourd'hui de virer Ten Hag. Nous avons déjà viré Moyes, Van Gaal, Rangnick, Ole, Mourinho. Ça fait beaucoup. Et à l'heure d'aujourd'hui, le club ne peut se permettre de virer encore un énième cas. Donc même s'ils le font, ça sera vraiment dans un cas... Donc pour toutes les personnes qui pensent qu'il faut virer Ten Hag, je vous dis ça maintenant. Désolé de vous le dire, mais nous n'avons pas les moyens de le virer. Donc notre seul espoir serait que Ten Hag arrive à retourner la situation. Mais là, je vous dis, même si Ten Hag aligne 10 défaites d'affilée, il ne sera pas viré. Ce n'est pas une question sportive, mais financière. On n'a pas les moyens, encore une fois, de liquider, de virer un énième manager. Donc, nous devons prier de façon à ce que Ten Hag réussisse à renverser la vapeur. Donc ça, c'est par rapport aux commentaires de Richard Arnold. Pour moi, ce qui m'a choqué dedans, c'est surtout le fait que, en gros, il nous explique qu'il donne des excuses à Ten Hag. Donc, il nous explique clairement qu'ils ne vont pas le virer. Et de deux, le fait qu'il jette, on dit en anglais, under the bus, son collègue Murto. Ça m'a choqué. Ensuite, Maguire. Maguire, comme d'habitude, il est parti donc avec la sélection anglaise et il nous a fait donc une Maguire, comme d'habitude. Maguire est arrivé, il a la possibilité de parler à Manchester. Tout le monde se fout de lui, on s'en fout de ce qu'il pense. Et il y a une phrase qu'il a dite qui m'a fait tiquer. Il a dit West Ham est un grand club. Je cite, West Ham est un grand club. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer au football. Moi, je veux jouer au football. Et malheureusement, Manchester United et West Ham n'ont pas trouvé d'accord. C'est pour la raison pour laquelle,
en gros, je suis resté. Ce mec, il est malin. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de nous dire que s'il n'est pas allé à West Ham, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est jouer au football. Tout ce qu'il aime, c'est jouer au football. Il ne nous a pas souligné le fait que il avait la possibilité de partir, mais ce qui a bloqué, c'était le salaire. Parce qu'il avait 200 000 livres par semaine et que West Ham lui proposait 120 000 et il exigeait que Manchester United payait donc le reliquat, la différence. Et là, il nous sort, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est jouer au football. Malheureusement, Manchester United et West Ham ne sont pas mis d'accord. Cela signifie que, en gros, il souligne l'incompétence d'Arnold et de Murtough. Lui, il veut jouer au football. Donc, s'il n'y a pas eu d'accord, c'est pas de sa faute. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est jouer au football. Cette phrase-là, je sais pas si les dirigeants de Manchester l'ont comprise, mais pour moi, elle est scandaleuse. Ça veut dire que le gars, aujourd'hui, encore une fois, on arrive dans la même situation d'Arnold. Je me lave les mains, c'est pas ma faute. Moi, j'aimerais jouer au football. Moi, je veux jouer, les gars. C'est pas mon problème. Maintenant, c'est clair que oui, je ne veux pas passer mon temps à être sur le banc. Et, chose qu'il dit régulièrement, quand on analyse les 15-20 derniers matchs, mes matchs, il y a quasiment rien à souligner. J'ai été quasiment parfait. Waouh! Honnêtement, je reste abasourdi. Il a oublié le match de Séville, par exemple. Les matchs de Séville, par exemple. Non, mais il a dit, regardez, les 15-20 derniers matchs, moi, j'étais impeccable. Et là, maintenant, West Ham, en gros, il ferme pas la porte à West Ham et il explique clairement que c'est l'incompétence de... Ça, c'est une insulte. On sait qu'ils sont incompétents, mais c'est une insulte. Pourquoi c'est une insulte? Parce qu'on sait tous que c'est par rapport à son salaire qui n'est pas parti. Et là, il vient nous dire que non, en fait, non, moi, je veux jouer au foot. Ensuite, je vais rebondir sur Ratcliffe, sur des propos qu'il a eus en juin. Mais je viens de le voir maintenant. Ratcliffe disait avoir formulé une offre à Barcelone pour avoir la moitié de Barcelone. Il a proposé donc quelques milliards d'euros pour avoir la moitié, pour être en possession de la moitié de Barcelone et aussi qu'il allait réaménager le stade, le Camp Nou. Mais Barcelone a turn him down. Barcelone a refusé cette offre. C'est-à-dire que Barcelone a préféré aller se mettre dans la mouise, dans la M complètement, plutôt que d'accepter l'offre de Ratcliffe. Et encore, je vais aller plus loin. Chelsea, apparemment, Ratcliffe, je viens de le savoir également, Ratcliffe avait la meilleure offre. Il avait une meilleure offre en termes d'argent que celle de Todd Boehly. Mais, encore une fois, Chelsea a refusé cette offre et est allé avec Todd Boehly. Donc, nous avons là affaire à deux clubs, Barcelone-Chelsea, qui ont systématiquement refusé les offres de Ratcliffe. Barcelone a préféré aller se mettre encore plus dans la 1 plutôt que d'accepter son offre, parce que son offre, elle était assez pas mal. Apparemment, elle était de 3 milliards pour avoir la moitié de Barcelone, puis réaménager à ses frais totalement le stade, donc faire du Camp Nou un peu ce que le Santiago Bernabéu a fait. Mais avec ça, ils ont refusé et ils ont préféré aller vendre leurs droits plutôt que d'accepter son offre. Donc là, c'est pour vous dire que Ratcliffe vient de se faire refuser à formuler la meilleure offre avec Chelsea, à formuler une offre assez compétitive avec Barcelone. Dans les deux cas, il s'est fait rejeter. Et là, nous allons accepter le fait que Ratcliffe devienne copropriétaire de Manchester United. Moi, je vous le dis, si cela arrive, j'espère que non. Si ça arrive, j'espère, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que tout ce que les Glazers sont en train d'essayer de faire, c'est de chercher à récolter le plus de sous, de soutirer le plus de sous à Sheikh Jassim. J'espère que c'est le cas. Mais dans le cas où les Glazers décident d'accepter l'offre des 25% de Ratcliffe, c'est la fin de Manchester United. Je vous le dis maintenant. Et ça, c'est pas un journaliste international qui me le dit, c'est moi. Si jamais Ratcliffe devient copropriétaire de Manchester United avec, encore une fois, la présence des Glazers, c'est la fin de Manchester United. Je vous le dis maintenant. Donc je voulais juste souligner le fait qu'en fait, il a formulé des offres assez attractives, mais pourtant il s'est fait recaler. Après, nous allons attaquer sur certaines performances. Les gars, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je suis un détracteur
de Scott McTominay. Et je le dis haut et fort, je ne vais pas m'en cacher. Mais sincèrement, je suis allé voir le but qu'il a marqué, malheureusement signalé hors jeu. Le but qu'il a marqué avec l'Écosse, donc la Scotland. Honnêtement, c'est le même but que Toni Kroos avec l'Allemagne en Coupe du Monde, je sais pas. Un angle fermé. Scott McTominay s'est tiré des coups francs. Les gars, no comment. Sincèrement, j'ai dû me frotter les yeux à plusieurs reprises et me dire, c'est vraiment Scott McTominay ça, honnêtement. Franchement, il est en confiance, c'est indéniable. Donc sincèrement, quel but, malheureusement hors jeu, bon je comprends pas que c'est hors jeu, mais bon bref, quel but il a marqué, et je me dis qu'il est en confiance. Maintenant, je ne veux plus jamais le voir au milieu de terrain. Si nous avons besoin de marquer en fin de match, ou même si nous gagnons 2-0, 3-0, ça ne me dérange absolument pas de le mettre en attaque, en soutien, ou à la place de Højlund. Ça ne me dérange pas, honnêtement, je vous le dis maintenant. C'est pas que je reviens sur mes mots, parce que j'assume ce que je dis en milieu de terrain, en tant que milieu de terrain. Il reste et demeure un tocard, mais honnêtement, ça ne me dérange nullement pas actuellement, parce que là, il est en confiance. Tout est une question de confiance. On le voit avec Rashford. Rashford, l'année dernière, il marquait but sur but. Cette année, c'est flop total. Tout est une question de confiance. Donc actuellement, honnêtement, ça ne me dérangerait pas de voir Scott McTominay rentrer 30 minutes, 25 minutes, 35 minutes et essayer de nous marquer 1 ou 2 buts. Honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, le cas Bruno Fernandes. Vous savez, j'ai un supporter de Liverpool que je regarde parfois sur TikTok qui fait énormément de vidéos sur Manchester United, mais des vidéos assez objectives. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un supporter de Liverpool sur lesquels il va venir dire ouais, toi t'es de la merde, toi t'es nul, nanana. Non, il fait uniquement, honnêtement, chaque vidéo qu'il fait sur Manchester United, ce sont des vidéos assez objectives. C'est un Nigérian. Et c'est lui, je peux dire, c'est l'une des personnes qui m'a ouvert les yeux par rapport à Bruno. J'ai pas vu le match qu'il a effectué avec le Portugal, mais il a fait une vidéo justement en disant que Bruno a fait une masterclass. Une masterclass. Il a dit que souvent, il critique en disant que Bruno c'est pas un joueur, mais cette fois-ci, Bruno a été excellent du début à la fin. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes de ballon, il a joué juste, 2 passes décisives. C'est-à-dire qu'au-delà des stats, il dit que Bruno Fernandes a fait un match remarquable. Donc moi, encore une fois, je n'ai pas vu le match, mais je sais que c'est quelqu'un de très objectif et je vais me fier à ses dires. Donc sincèrement, remarquable. Encore une fois, je suis un détracteur de Bruno Fernandes, mais ce que vous devez comprendre, moi je vous l'ai dit, moi je suis fan de Manchester United. Tu es bon, merci, on va t'acclamer. Tu n'es pas bon, ben écoute, on va te critiquer. Peu importe ce que tu as fait par le passé, on s'en fout. Retour des blessés. Avant de retour des blessés, nous avons la blessure, énième blessure encore une fois de Casemiro. Peut-être que ça va nous faire du bien. Nous avons Kobbie Mainoo justement qui revient. Moi j'aimerais bien voir honnêtement, je vais faire ça dans la prochaine vidéo, mais j'aimerais bien voir un Kobbie Mainoo titulaire. Et là, dès les prochains matchs. Donc on ne sait pas combien de temps Casemiro sera absent, mais on verra. Mais en tout cas, il faut noter donc le retour de Reguilón. Aaron Bissaka a repris également l'entraînement, donc ça c'est bien. Honnêtement, c'est bon à entendre. Kobbie Mainoo aussi a repris l'entraînement et Amad Diallo également. Mais Amad Diallo, ça reste encore bon, il a repris l'entraînement, mais je pense qu'il est son retour est encore un peu plus éloigné par rapport aux autres. Donc si nous récupérons déjà 2 latéraux, ça peut nous faire énormément du bien. Reguilón et Bissaka peuvent nous aider énormément. Donc voilà. Guys, ce sont les news que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous aura plu. Et encore une fois, donc guys, merci pour le soutien. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout dans les différents groupes. Et puis, ben voilà, si jamais vous avez besoin de renseignements, écrivez-le moi et j'essaierai de peut-être faire une vidéo là-dessus. Sur ce, merci et je vous dis, prenez soin de vous.